10 ans après le début de la crise sécuritaire, le Sahel est-il devenu le terrain d'affrontement des grandes puissances? Mais sans l'aide des partenaires étrangers, la réponse des armées nationales suffira-t-elle à enrayer la menace terroriste? Wilfried Awonsou, bonjour. Bonjour. Quel regard le chercheur que vous êtes porte-t-il sur cette crise dans le Sahel qui s'enlise? On va dire un regard assez intéressé, le regard intéressé d'un citoyen d'un pays côtier de l'Afrique de l'Ouest qui voit jour après jour comment est-ce que on va dire les relents de la crise sécuritaire au Sahel s'exportent de la zone sahélienne vers des pays de la zone côtière. Et également un regard intrigué parce que de loin, on a l'impression que ce sont non seulement les États de la zone sahélienne qui sont aux prises dans cette crise, mais également d'autres États, d'autres puissances internationales qui viennent s'y mêler de nos jours. Voilà un peu ce qu'on peut observer de loin. Et l'enjeu, selon vous, est-il géostratégique ou sécuritaire? J'ai envie de dire d'emblée que l'enjeu est sécuritaire. Il est sécuritaire pour les États du champ, donc les États sahéliens, en premier lieu, le Mali et le Sahel. Mais également, de plus en plus, on a l'impression que les enjeux quittent le seul champ sécuritaire, en fait, le champ des affrontements sur le terrain, pour aller également sur le champ des affrontements géopolitiques. Donc, on a l'impression de loin que ce ne sont plus forcément la lutte contre les mouvements djihadistes qui font l'actualité au Sahel, mais également les prises de position entre les autorités des différents pays et également les communications diverses sur la présence de puissances que certaines autorités, notamment au Mali, considèrent comme des partenaires de longue date, mais que d'autres personnes viennent voir un peu comme le cheveu sous la soupe, qui ne sont pas, on va dire, traditionnels dans la région. Vous pensez à la Russie? Je pense à la Russie et je m'interroge en fait sur toute cette médiatisation de la présence de la Russie, au-delà en fait de ce que l'on dit que ce serait, euh, plutôt que ce ne soit l'armée russe qui soit présente sur le territoire malien, que ce serait une société militaire privée. Je m'interroge en fait sur la capacité du Mali à choisir à cette étape actuelle ses partenaires, d'autant plus que depuis, on va dire, depuis la période des indépendances, l'État français pourrait considérer que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique francophone euh, est à peu près comme son précaré en fait. Et on l'entend également dans le discours des dirigeants français qui n'hésitent pas parfois à dire que l'avenir se situe en Afrique. Et quand ce genre de propos entre dans les oreilles de ceux qui voudraient rompre avec, on va dire, cette présence séculaire de la France sur le territoire africain, on a l'impression que c'est les partenaires internationaux qui viennent, comment dire, assurer leur avenir sur notre territoire plutôt que de penser à l'avenir de la jeunesse africaine. C'est l'impression que cela me donne. Je suis jeune également moi-même et quand j'entends ce genre de discours, je crois que on peut se poser des questions en réalité et cela peut faire écho avec les prises de position de certains mouvements de jeunes dans la région sahélienne qui estiment que en fait euh, l'État malien ou les intérêts de l'État malien seraient moins mis en avant que les intérêts de l'État français. Et quelle lecture faites-vous justement de l'attitude de défiance de la junte militaire malienne à l'endroit de la France? Euh, je pense que c'est un besoin de s'affirmer, en fait. C'est un besoin de s'affirmer et d'indiquer qu'on est présent, qu'on est dans la place et qu'il faudra compter avec nous. Et qu'il faudra également négocier si on veut aboutir à une transition rapide. Cette attitude peut s'expliquer par plusieurs paramètres. Le principal que je vois est que la réponse aux invectives, enfin, c'est ce que les dirigeants maliens actuels considèrent,
les propos du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères comme étant des humiliations, des invectives vis-à-vis du pouvoir malien. Donc la réponse devait être suffisamment forte pour qu'on puisse avoir envie de baisser le ton et peut-être également de s'asseoir à la table de négociation. Parce que pouvoir négocier avec les dirigeants une sortie de la transition, c'est également pour eux un moyen de s'assurer peut-être une sortie, on va dire, une sortie harmonieuse et également une sortie sans que leur gestion de la transition peut-être ne soit décriée. Donc ce sont autant de loin de ce que j'observe, autant d'intérêts, on va dire des intérêts personnels qui se mêlent également aux intérêts au niveau stratégique et aux intérêts de l'État. Donc un véritable besoin de s'affirmer, de s'imposer face à la puissance, on va dire, la puissance française qui, d'une manière ou d'une autre, dans ses propos, je le pense, pourrait peut-être utiliser mieux un ton diplomatique plutôt qu'un ton, un ton belliqueux. Et au ton belliqueux, on a envie de répondre par un ton également belliqueux. Depuis 2012, Wilfried Aouansou, les groupes djihadistes se sont établis dans la bande ouest-est avec des tentatives de progression vers les pays de la côte, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin. Est-ce l'échec des armées nationales peut préparer à cette guerre asymétrique ou celui des partenaires étrangers? On pourrait dire les deux, parce que les armées nationales, on l'a vu déjà en 2012, l'armée malienne n'a pas pu contenir l'avancée de ces mouvements-là vers Bamako. Depuis une dizaine d'années de présence française et d'autres partenaires dans la sous-région, je pense notamment à l'Union européenne, qui a financé de nombreuses missions de formation et d'appui aux armées locales. Ces armées-là n'ont pas pu, pour diverses raisons, on peut évoquer plusieurs raisons, n'ont pas pu opposer de véritables stratégies face à l'avancée de ces mouvements djihadistes et de ces mouvements terroristes. L'échec également, il peut être visible vis-à-vis de l'action des armées, des partenaires internationaux, notamment de la France. Euh, Comment expliquer que la France soit présente sur le sol malien et dans d'autres pays de la région sahélienne depuis autant d'années et que, effectivement, que cette menace djihadiste-là arrive à s'exporter de la zone sahélienne pour de plus en plus s'importer dans les pays côtiers. C'est autant d'interrogations qui peut-être suscitent le sentiment ou qui favorisent ce sentiment que certaines autorités françaises appellent un sentiment anti-français et qui pourrait peut-être justifier que la France, on va dire, renégocie sa présence dans la zone sahélienne, réfléchisse à sa présence et à son positionnement dans la zone sahélienne. Au Burkina Faso, le colonel Damiba a mis en place un commandement des opérations du théâtre national. C'est une réorganisation militaire, mais que vaut-elle si elle ne se fait pas en coordination avec les États de la région? Euh, enfin, elle vaudra ce qu'elle vaut pour autant que la junte burkinabé croit effectivement qu'elle puisse faire quelque chose contre ces mouvements djihadistes-là qui, comme vous l'avez dit, arrivent facilement à traverser les frontières. Donc, il peut être difficile pour un État de penser véritablement les contenir si elle ne travaille pas en collaboration avec les armées des États voisins. Et je crois que c'est l'un des principaux problèmes dans la zone sahélienne, c'est cette collaboration qui peut-être n'est pas suffisamment efficace entre les États, les armées des États des différents pays de la zone sahélienne et qui puisse permettre que, par exemple, quand des mouvements djihadistes décident de se relocaliser dans d'autres États, que l'information puisse être facilement partagés et que des mouvements d'ensemble puissent être menés pour lutter contre ces groupes-là qui se déplacent
très très facilement. On les voit se déplacer avec des colonnes de motos et on voit également la facilité avec laquelle ces mouvements djihadistes là, peuvent se mêler à la population. Donc, je pense que c'est une véritable collaboration, une véritable synergie entre non seulement les armées, mais également les dirigeants politiques sur comment porter une action régionale, comment porter une action régionale véritable, également bien entendu avec le soutien des partenaires internationaux contre ces mouvements djihadistes-là. Je pense qu'une action solitaire et unitaire pourrait avoir beaucoup de difficultés à prospérer. Mais le G5 Sahel est un échec. Je n'ai pas envie de le dire d'emblée, l'organisation existe toujours, mais on va dire que ses objectifs n'ont pas été atteints puisque le G5 Sahel avait un volet militaire qui était de lutter contre les mouvements terroristes, ces mouvements terroristes-là qui arrivent à comme on l'a dit tout à l'heure, se déplacer d'un pays à l'autre et qui viennent dans des territoires qu'ils n'avaient pas encore explorés jusqu'à ces derniers jours. Donc, d'une manière ou d'une autre, le G5 Sahel n'a pas encore atteint tous ces objectifs et doit davantage travailler. Peut-être que d'autres organisations régionales dans la sous-région devraient davantage peser dans les actions de lutte contre les mouvements djihadistes. Je pense notamment à la CEDEAO. Mais la CEDEAO, justement, en raison des sanctions qu'elle prend contre les auteurs de coups de force, est très critiquée par les populations, principales victimes de ces sanctions. Les signes avant-coureurs de ces coups de force sont pourtant perceptibles et elle ne les voit pas venir. Doit-elle être réformée? Je crois que la CEDEAO elle-même a compris le besoin de réforme puisqu'elle a inscrit à son agenda des discussions sur le protocole sur la bonne gouvernance dans la CEDEAO. Le besoin de réforme s'aperçoit également sur les questions de gouvernance. En réalité, comment est-ce qu'une organisation qui dit promouvoir la démocratie devrait pouvoir laisser certains États, enfin certains dirigeants mener des actions qui sont entièrement antidémocratiques. Je pense notamment au changement de constitution pour se maintenir au pouvoir ou à des actions que des populations finissent par considérer comme étant contre leurs intérêts, ce qui pousse certaines parties de la population à prendre la rue et à réclamer le départ de certains dirigeants et également à acclamer les coups d'État, des coups d'État qui en réalité ne sont pas des actes démocratiques, mais qui sont acclamés par la population. Donc, est-ce que cela implique une certaine légitimation des coups d'État? Est-ce que les coups d'État constituent désormais des actes d'évolution démocratique du pouvoir? Je pense que non. Je pense que non, mais il y a un besoin de prendre en compte, je crois, au niveau de la CEDEAO, ces nouvelles expressions des populations qui sont parfois contraires à la politique menée par les gouvernements, par les dirigeants en place, et à pouvoir agir en amont pour éviter effectivement que l'armée ne vienne se positionner comme étant le sauveur de la démocratie. Wilfried Aonsou, merci. Je vous remercie.